la publication du rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui est venu corroborer ce que nous avons toujours dit à propos de la présence de troupes rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, vous avez vu qu'il y avait des noms des officiers qui opèrent dans l'est du pays, mais aussi les méthodes, les massacres tels qu'ils ont été faits. Vous avez vu aussi il y a quelques semaines le rapport qui a été fait dans ce sens par l'ONG Human Rights Watch. Et donc pour nous, le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous pensons que le moment est venu parce que nous avions reçu ici des hôtes de marque, plusieurs pays qui ont promis notamment des sanctions. Nous pensons que le moment est arrivé pour que ces sanctions puissent produire leurs effets, parce que puissent être prises d'abord, parce qu'on ne peut pas penser restaurer la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo sans la justice. Et donc je tenais à revenir sur ces points parce que nous n'avons pas eu l'occasion de le commenter. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir dessus s'il y a des questions à ces sujets. Ce soir, nous avons voulu faire un focus parce que vendredi dernier, il y avait donc la célébration du 303e anniversaire de notre indépendance, donc pas de Conseil de ministres. Vous avez suivi vous-même les discours du président de la République qui faisait le point de l'état de la nation et donnait la perspective pour l'année qui va commencer. Vous savez que nous sommes dans une année électorale où les Congolais auront le choix de désigner leurs dirigeants. Le gouvernement prend acte avec satisfaction de voir que les opposants finalement vont nous rejoindre dans les processus parce qu'ils ont commencé des discussions, ils ont répondu favorablement à l'invitation de la centrale électorale. Peut-être que maintenant on va quitter la périphérie pour aller dans les vrais sujets, les sujets qui concernent le Congolais pour que nous puissions donner des réponses. Et nous espérons que les réponses qui leur ont été données par la CENI, comme nous les disions ici, il appartenait à la CENI de construire les consensus autour du processus électoral. Nous espérons que dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs, ils joueront leur part parce que nous, les gouvernements, nous allons continuer à financer le processus électoral, mais aussi à prendre des mesures qui permettent d'assurer la sécurité dans les parties du pays qui sont touchées et concernées par les sécurités. Les parties qui sont touchées et concernées par l'insécurité, c'est principalement la partie Est. Et vous avez suivi il y a quelques semaines qu'il y avait une mission conjointe EAC, Forces armées de la République démocratique du Congo, qui est descendue à Rumangabo. C'est un site qui a été choisi pour préparer des opérations de cantonnement. La République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Défense, se déploie matin et soir pour s'assurer que les sites soient prêts. Et dans cet ordre, il y avait la réunion, il y avait la réunion de Luanda, où il y avait toutes les organisations sous-régionales, SADC, CIRGL, EAC, qui devaient discuter des questions stratégiques, notamment les déploiements de différentes troupes à l'est de la RDC. Et vous avez suivi que la coordination de toutes ces forces devrait être faite par la République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux dire en liminaire avant de nous focaliser sur quelques bonnes nouvelles, parce que très souvent, on ne fait pas toujours attention, mais depuis 1984, dans ce pays, il n'y a pas de carte d'identité. Et vous avez suivi, par exemple, à la 94e réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre a rappelé ou informé que les dispositions étaient prises pour qu'au 30 juin, nous puissions commencer les processus de délivrance de la carte d'identité. Lorsque ces processus ont commencé, beaucoup étaient dubitatifs au regard de l'ampleur du sujet. Ça concerne 44 millions de personnes. Pour vous donner une indication, c'est tous les pays de la sous-région réunis, ils n'atteignent pas le chiffre de 44 millions. Vous pouvez commencer à additionner les populations du Rwanda, du Congo-Brazza, du Gabon, de l'Ouganda. On n'aura pas toujours atteint 44 millions de lecteurs. Et donc, après la mutualisation, il y a eu ces protocoles d'accord qui avaient été signés sous les auspices du Premier ministre entre l'ONIP et la CENI, et les données seront versées à l'ONIP. Et maintenant, on va commencer les processus laborieux d'octroi de cartes dans les mois qui, en tout cas dans les semaines qui viennent. L'opérateur qui a été recruté à propos, IDEMIA, s'y attellera avec l'ONIP pour que chaque Congolais puisse disposer de cette carte, en réalité, qui sera reliée à un identifiant unique. Donc désormais, chacun de nous pourra être identifié et toutes les données pourront être disponibles. C'est une avancée significative que nous n'avions pas vue depuis
1984, beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés, moi je l'étais déjà. Dans la série des bonnes nouvelles, nous avons réussi, nous avons terminé avec une conclusion positive, la 4e revue avec le Fonds monétaire international. Vous savez que c'est des revues semestrielles qui regardent comment nous dépensons, comment nous mobilisons et quelles sont les réformes que nous implémentons. Nous sommes à la porte d'un record parce que très souvent on ne franchit pas le seuil de la 4e revue, mais nous avons commencé les travaux pour la 5e revue. Nous pensons qu'elle sera concluante parce que dans la stratégie économique du gouvernement, c'est des réformes, c'est des mesures qui permettent d'assurer un meilleur encadrement de nos finances publiques. Et donc ça aussi, c'est un fait que nous tenions à mentionner. Vous avez suivi aussi qu'on a beaucoup parlé récemment de la crise du maïs et de la réponse que nous y apportons. Et dans les cas de ces réponses, il y a notamment le service national qui, en 4 ans, est passé de 1000 tonnes à 15 000 tonnes. C'est vous dire l'effort ou les efforts qui sont consentis pour que nous puissions répondre à tous ces besoins. L'autre bonne nouvelle concerne la télévision nationale. Vous savez que dans le cadre du préparatif de Jeux de la francophonie, certains d'entre vous l'ont vu, qu'il y a une arrivée des équipements. Il y a 4 bus dédiés qui sont arrivés récemment. Et aujourd'hui, il y a une dizaine, je pense, de caméras professionnelles qui sont arrivées dans le cadre de préparatifs de ces Jeux. Et hier, on aurait pu avoir le briefing. Hier, nous ne l'avions pas eu parce que justement, nous avions eu autour du Premier ministre une réunion autour de la préparation des Jeux de la francophonie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il était sur terrain pour aller voir comment les travaux évoluent. Et nous avons relevé au terme de nos entretiens qu'il existait comme une forme de manipulation qui vise à passer des messages de crainte aux délégations qui doivent arriver à Kinshasa, présentant Kinshasa comme une ville où la sécurité n'était pas garantie. Laissez-moi vous dire, nous y reviendrons sûrement lorsque vous poserez des questions, que dans une ville de 15 millions d'habitants, les problèmes de sécurité, d'insécurité se posent toujours. Mais qu'il y a aussi, parallèlement à cela, une réponse de la police. Certains d'entre vous ont été hier à la présentation des criminels auteurs des actes de kidnapping et vous avez suivi sûrement le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a dit la détermination du gouvernement à aller jusqu'au fond parce que ces personnes doivent être jugées et condamnées. Mais dans la même veine, j'ai discuté avec le général Kassongo peu avant de commencer ces briefings. Il m'a rassuré que la police n'a pas identifié de cas de trafic d'organes tels que les réseaux sociaux ou certains milieux en ont parlé. Pour faire du trafic d'organes, c'est assez laborieux parce qu'il vous faut faire une petite chirurgie ou de la chirurgie. Il faut conserver les organes que vous détachez des êtres humains. Ceci requiert une technicité spécifique et je pense qu'on ne peut pas y croire lorsque nous regardons comment les criminels opèrent ici. Donc ça, c'est des rumeurs qui procèdent à une œuvre de manipulation qui vise à lancer un message négatif par rapport aux préparatifs des Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, pour nous, gouvernement, c'est des Jeux de l'espoir et des Jeux de la solidarité. Nous avons été à Djerba avec le Premier ministre chef du gouvernement à l'occasion du dernier sommet de la francophonie où invitation avait été lancée à tous les pays francophones pour venir à Kinshasa, qui, je dois le rappeler, la capitale du plus grand pays francophone en termes de superficie, peut-être pas encore en termes de locuteurs après la France, mais nous dépasserons sûrement la France bientôt. En termes de locuteurs de la langue française, nous pensons que c'est un grand rendez-vous et que tous les pays francophones devraient y répondre, comme c'est le cas d'ailleurs lorsque les Jeux se passent ailleurs, pour témoigner cette fois-là la solidarité au peuple congolais. Et les dispositions sont prises pour, à la fois, pour assurer la sécurité, la bonne prise en charge médicale et tous ces protocoles qui ont été établis par l'Organisation internationale de la francophonie. Je vais terminer sur ces chapitres parce que vous avez suivi ce matin que le président de la République était à Luanda avec ses homologues angolais et zambiens. On a parlé du corridor de Lobito qui devrait permettre à travers le chemin de fer les transports de minerais entre les 3 pays. Mais il y a eu aussi un événement, c'est la connexion pour la première fois entre la République démocratique du Congo et l'Angola et à travers l'Angola toute la partie de l'Afrique australe par fibre optique.
Et donc avec mon homologue angolais, nous avons communiqué aujourd'hui devant les 3 chefs d'État pour montrer que les 2 pays étaient connectés par la fibre optique et ceci pour faciliter les transactions, pour faciliter la connectivité, au-delà de la connectivité qui a été facilitée par la mise en œuvre de ce train qui va relier les 3 provinces et qui va transporter les minerais. Voilà ce que je pouvais dire en liminaire. Peut-être que j'aurais pu revenir aussi sur la conférence risque pays où la République démocratique du Congo a une nouvelle fois amélioré sa notation, démontrant à la face du monde que nous travaillons effectivement pour attirer les investisseurs, pour venir investir dans ces pays, l'un des plus grands d'Afrique et pays solution qui a le potentiel non seulement de se relever, mais de relever tout le continent avec lui. Voilà ce que je pouvais dire en introduction de cet exercice de redevabilité et je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions d'éclaircissement. On va commencer par M. Didier Kebongo. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai 2 petites questions par rapport à la francophonie. Certains pays se désistent, d'autres décident d'envoyer des équipes réduites pour le jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Je voudrais avoir votre commentaire à ce sujet. La deuxième petite question concerne la RTNC. Tout à l'heure, vous avez parlé de matériel que vous avez réceptionné. Est-ce à dire que la RTNC est-elle prête pour assurer une retransmission en direct de qualité comme ce fut le cas lors du séjour du pape ici en RDC? Alors, votre première question, elle est pertinente parce que nous avons vu effectivement que le Québec avait décidé de se retirer. On a vu la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Il me semble aussi avoir lu quelque part que la France devrait envoyer une délégation, en tout cas pas une grosse délégation. On peut comprendre les uns et les autres, peut-être qu'il y a des questions logistiques à leur niveau, mais nous ici, nous nous focalisons sur l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est les infrastructures qui doivent nous permettre d'accueillir ces jeux et d'avoir des jeux de qualité. Nous avons parlé des jeux que nous voulons placer sous les signes de l'espoir, mais aussi sous les signes de la solidarité par rapport à la République démocratique du Congo. Et donc, les différents pays qui prennent des décisions par rapport à leurs réalités respectives, il y a un travail diplomatique qui se fera, mais nous pensons par exemple que pour ce qui concerne la France, qui est le premier, si je peux me permettre, le premier pays francophone, il faut une participation claire et forte. Il faut que nous puissions l'avoir pour éviter que cela ne puisse être interprété différemment. Vous savez que dans notre opinion, il y a beaucoup de susceptibilités lorsqu'il s'agit de la France. Je pense que la question de la participation au jeu, même si c'est une question qui est liée au sport, mais elle sera scrutée particulièrement. Et je dois rappeler que le travail qui est fait actuellement au niveau de la direction des jeux, au niveau de toutes les entreprises qui ont été sélectionnées, tiennent compte de certaines exigences de certaines fédérations, parce qu'il fallait telle qualité, par exemple, des tartans pour la piste d'athlétisme. Et d'ailleurs, j'espère que d'ici la fin de la semaine, nous aurons un briefing sur terrain pour vous permettre de voir, d'apprécier de vos yeux les travaux qui sont faits, la qualité des travaux qui ont été faits. Et donc, il y a évidemment des concertations, des discussions à avoir, parce que les uns et les autres ont besoin naturellement d'être rassurés sur les dispositions sanitaires. Il y avait des ambulances de type spécifique, on les appelle ambulances de type A, j'apprenais moi-même, qui ont déjà été commandées et qui devraient être en mesure de prendre en charge les cas les plus urgents. Il y a la question de la sécurité qui a été soulevée, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de laboratoires qui opèrent et qui ne veulent pas que les Jeux de Kinshasa puissent être un succès. Et lorsqu'on commence à soulever les questions de la sécurité, lorsqu'on commence à manipuler et à grossir, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème de sécurité à Kinshasa, il y en a dans toutes les villes du monde, mais que ces problèmes doivent être considérés comme des problèmes ordinaires qui sont pris en charge. Et surtout, qu'il y a un plan de sécurisation de sites qui a déjà été préparé, je pense dans les jours qui viennent, qui sera partagé avec le pays qui se sont inscrits, donc les délégations qui vont arriver auront accès à ces plans et ce qui permettra
de préparer les dispositifs sécuritaires ou tout au moins de travailler en étroite collaboration avec nos services pour que la question de la sécurité puisse être résolue. Donc c'est une question que nous allons suivre de près. Alors au sujet de la RTNC c'est les diffuseurs hôtes. Pour parler en langage technique, c'est la RTNC qui enverra les signaux à tous les pays du monde. À l'instar de la visite du pape, nous prenons les dispositions techniques qu'il faut, suivant les exigences qui nous ont été transmises par la francophonie. C'est dans cet ordre que vous avez vu les différents petits quarts de reportage qui sont arrivés. Il y a un quart plus impressionnant avec un dispositif de 12 caméras qui devrait arriver aussi dans les jours qui viennent, qui permettra d'assurer une couverture optimale de ces jeux et en qualité voulue, et parce que le signal sera retranscrit dans le monde. Et donc nous considérons que ces jeux doivent constituer une véritable opportunité. Nous parlons beaucoup de l'organisation matérielle, mais je dois vous dire qu'on a plus de 300 athlètes congolais et plusieurs opérateurs culturels qui vont participer à ces jeux. Peut-être que d'ici, aujourd'hui c'est le 4, d'ici le 28, nous pourrons avoir l'occasion avec vous d'assister à des séances de préparation à la fois des artistes, mais aussi des sportifs. Par exemple, l'équipe qui a gagné cet après-midi, c'est l'équipe qui va participer aux Jeux de la francophonie. Voilà en réponse à vos préoccupations. On va prendre la question d'Éric Izami, puis ce sera Jordan Maïnikini. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Vous avez parlé de l'activité d'aujourd'hui avec le président de la République qui s'est retrouvé à Luanda, capitale d'Angola. Vous avez parlé de la connectivité de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et même australe. Et vous avez évoqué le fait qu'il y aura nécessité de pouvoir évacuer les minerais de la RDC par devers l'Afrique au niveau du Sud. Qu'est-ce que les Congolais gagneront? Parce que donc, nous, on a toujours pensé que les efforts étaient plutôt déployés pour que nous puissions tout garantir au niveau de la chaîne ici, sur place, que de toujours renvoyer chez les autres. Non, attention, nous pouvons donner de la plus-value aux minerais que nous produisons, mais la vocation finale ou la transformation de ces minerais ne se fait pas en RDC. Et donc aujourd'hui, le corridor que l'on met en place, qui va par exemple partir du Lalaba, d'Ilelo vers le Bito, c'est une porte de sortie qui permettra de faire des économies pour ceux qui devraient par exemple, je ne sais pas, partir jusque vers l'Afrique du Sud ou pour certains trouver la voie vers l'Afrique de l'Est. Et donc c'est une superbe opportunité parce que la République démocratique du Congo a besoin de se connecter. Et vous savez qu'il y a toujours des soucis des infrastructures, notamment en termes de routes. Et aujourd'hui, les chemins de fer va permettre à cette partie du Lalaba et à cette partie de l'Angola de commercer davantage. Ce ne sera pas seulement les minerais, mais ce sera d'autres produits aussi qui permettra d'assurer de plus grands échanges et une plus grande possibilité de transport pour les opérateurs du secteur dans les coins. Et donc c'est une superbe opportunité pour nous et c'est même ça qui justifie les déplacements du président de la République, qui n'était pas le seul, parce qu'il y avait aussi des présidents zambiens. Donc c'est des projets intégrateurs. Merci, Monsieur Jordan. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Deux questions. La première, ça concerne les FMI, qui a interpellé le gouvernement par rapport à la baisse des recettes publiques. Déjà jusqu'au 26 mai 2023, les recettes mobilisées sont autour de 4 milliards 100 millions de dollars, alors qu'elles devraient être déjà au-delà des 6 milliards. Il y a un gap important, Monsieur le ministre. J'aimerais savoir, y a-t-il déjà des mesures envisagées pour accroître la mobilisation des recettes afin d'atteindre les 16 milliards à la fin de l'année? Et puis la deuxième question, ça chauffe à Kinshasa, Monsieur le ministre. Vous avez aujourd'hui plusieurs problèmes. Nous avons les Mobondo en pleine capitale, nous avons les Kuluna, nous avons également les kidnappeurs. Alors on se pose la question aujourd'hui, puisque dans un précédent briefing, vous avez promis que la riposte contre les phénomènes Kuluna sera plus dissuasif, mais ça traîne, Monsieur le ministre. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez loupées. Qui n'a pas vu qu'on a présenté plus de 1000 Kuluna au stade des Martyrs? Je crois que c'est passé à la RTNC. Ça devait même passer en direct.
Et vous avez vu que, parce que vous avez parlé des kidnappings, vous avez vu que hier, on les a présentés. Alors, l'idée ici, c'est jamais de dire qu'il n'y aura jamais des problèmes de sécurité. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a une police qui travaille nuit et jour pour s'assurer que tous les criminels, d'où qu'ils opèrent, puissent être attrapés. C'est le cas des kidnappeurs. Vous avez vu qu'il y en a certains qui ont été présentés et qui ont même expliqué comment ils opéraient. Sur la question de Koulouna, vous avez vu, c'était fait il y a quelques semaines, mais la question pour nous, et c'est une question importante parce que qu'est-ce qu'on a remarqué, par exemple, sur les cas des kidnappeurs, il y a certains qui ont été appréhendés il y a quelques mois et qui arrivent à se soustraire. Et donc l'idée, c'est de travailler de manière étroite avec la justice pour que la justice puisse sévir dans toute sa rigueur et que tous ces récidivistes, ces criminels connus qui disparaissent et qui reviennent puissent cette fois-ci subir la rigueur de la loi. Et je pense que cela sera fait parce que le vice-premier ministre s'y est engagé. Alors, sur votre première question, alors je ne saurais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas les statistiques, mais je sais par exemple que les mois en termes de mobilisation ne s'équivalent pas dans l'année. Il y a des mois où il y a des échéances fiscales, je crois, c'est les mois d'avril, où vous avez un pic des recettes. Il y a des mois comme le mois de janvier où ce n'est pas toujours les recettes attendues. Ce n'est jamais des prévisions linéaires. Mais ici, il faut noter, cher Jordan, que ça fait 4 revues que nous travaillons avec le fonds de manière étroite. Ça veut dire qu'ils ont accès au plan des trésoreries, ils voient comment nous dépensons, ils notent là où il y a des difficultés. Par exemple, pour la conclusion de cette 4e revue, nous avions quelques soucis parce qu'ils estimaient que la masse salariale était assez élevée. Parce qu'il y a eu notamment des réajustements pour ce qui concerne les enseignants et plusieurs catégories sociales qui auraient pu occasionner un déséquilibre dans les prévisions qui ont été faites. Mais c'est là, nous leur avons donné des réponses et cela a conduit à la conclusion. Ici, il faut noter qu'il y a une détermination du gouvernement. Dois-je rappeler le contexte mondial qui est difficile, qui est marqué par la guerre en Ukraine et par les conséquences du Covid. Mais au-delà de cela, vous avez vu que la République démocratique du Congo a eu le taux de croissance le plus élevé d'Afrique, 8,6 ou 8,7 en 2022, et les perspectives pour 2023 sont tout aussi positives. Nous n'allons pas considérer que nos objectifs sont déjà atteints, simplement parce que nous avions eu ces pics en termes de taux de croissance, mais nous considérons que c'est une tâche quotidienne qu'il faut continuer à faire à travers les régies, à travers les services d'assiette, à travers les réformes, pour nous permettre d'absorber le maximum que nous puissions tirer de notre économie. On va prendre la prochaine question de Benoît Yemba. Excellence, je reviens sur la question de Eric Izami. Je parle de... La question de Eric Izami, je vais amplifier la question d'Eric Izami. Sur l'accord aujourd'hui de la Zambie, l'Angola et la RDC, la question de savoir, Excellence, cette corridor en termes de tonnes, parce que c'est chemin de fer, a la capacité d'exporter combien de tonnes de minerais? Et puis, quels sont les minerais qui sont sélectionnés ou est-ce que ça concerne tous les minerais ou il y a des minerais précis qui peuvent passer par ces corridors? Merci. Bon, écoutez, il n'y a pas de minerais précis parce qu'un chemin de fer permet l'évacuation de plusieurs types de marchandises. Et là, dans les minerais, il y a évidemment le cuivre, le cobalt, tous les comment vous appelez ça, et tous les dérivés qui peuvent y avoir. Mais ici, il y avait une volonté commune de 3 chefs d'État d'avancer sur le projet. Et moi, je ne saurais peut-être pas vous dire les capacités, etc. Mais les chemins de fer, je pense qu'il a les capacités infinies de transport en termes de tonnage. Tout dépend des capacités des wagons, etc. en fonction des besoins exprimés par ceux qui viennent d'utiliser. Mais ici, il faut regarder la question dans sa globalité qui vient répondre à un besoin d'intégration régionale. On fait une intégration régionale et on s'assure que le produit minier pourra être transporté. Dans la pleine opérationnalisation de ces corridors permettra les désenclavements de mines à la fois de la Zambie et de la RDC ainsi que l'accès à la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minière
qu'agricole. Je pense que là, c'est un extrait de ce que le président de la République a dit aujourd'hui, qui peut vous donner la réponse par rapport à l'importance de l'initiative qui a été faite aujourd'hui. Merci. Pascal Moudegua. Et puis, ce sera... et on terminera par ici. Monsieur le ministre, au vu des craintes exprimées par la CENI sur les déficits, sur les retards dans les paiements de ces dépenses, elle a besoin de 500 millions de dollars. Le gouvernement a promis 100 millions de dollars. Hier, un leader de l'opposition a proposé, il a dit constater l'irréversibilité d'un report technique de 3 ou 4 mois. Le gouvernement sera-t-il en mesure de financer ces élections pour le 20 décembre 2023. L'autre question, monsieur le ministre, j'aimerais poser, c'est sur sur l'enrôlement à Kwamout. On vous a entendu ici dire que la situation s'est rétablie, la situation est sous contrôle des FARDC, mais la CENI constate que ce n'est pas le cas et donc il n'y a pas eu enrôlement à Kwamout. Qu'est-ce qui se passe réellement à Kwamout? Qu'en est-il des miliciens Mobondo qui vadrouillent dans la commune de Maluku? Que fait l'État? Que fait l'armée? Écoutez, à votre première question, je crus lire le plan de sortie de crise de l'honorable Muzito, parce que c'est de lui, je pense que vous faites allusion. Irréversibilité du processus. Je crus lire qu'il a émis des hypothèses. Parce que nous avons reçu notamment, je ne l'ai pas mentionné, des appuis budgétaires de l'ordre de 500 millions de dollars où il pensait qu'on pouvait utiliser pour qu'on arrive à cela. Alors c'est bien que ce soit lui parce que lui, il était Premier ministre en 2011 et en 2011, il y avait, souvenez-vous, les mêmes craintes et inquiétudes. On disait qu'on ne tiendrait pas le délai. Souvenez-vous de l'époque du pasteur Daniel Goïmulunda, où nous avons financé nos élections à 70 à 80%, et c'était Adolphe Muzito, le Premier ministre à l'époque. Comment avait-il fait? Donc, on ne va pas revenir sur cette époque, juste pour vous dire que depuis les débuts du processus électoral, il y a des craintes, il y a des inquiétudes sur les financements. Mais observez bien, Madame Bintou était avec nous ici dans les briefings, il a dit que même eux étaient dubitatifs sur le respect du calendrier qui avait été fait par la CENI. Mais observez aujourd'hui à quel moment ces calendriers n'ont pas été respectés. Et donc, on peut bien comprendre que la CENI, parce que nous avions un mécanisme de préfinancement ou des provisions, que la CENI ait des inquiétudes parce qu'il n'y a pas eu financement dans des délais qui ont été donnés. Il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes en programme, il faut tenir des équilibres. Nous avons la guerre qu'il faut financer. Nous avons la situation humanitaire qui est celle qu'il faut gérer. Et nous avons d'autres besoins impérieux du pays auxquels il faut répondre en même temps. Mais ici, mon collègue de finances, Nicolas Kazadi, a eu une réunion non pas seulement avec le président de la CENI, mais avec toute l'Assemblée plénière. Et je pense que ceux qui veulent penser qu'il y aura un problème de financement qui justifie les retards des élections, je pense qu'ils doivent commencer à relativiser leurs calculs. Parce que si depuis le début du processus, il y avait cette crainte des financements, mais les rendez-vous ont été tenus, comptez sur nous pour que le rendez-vous principal qui est attendu en décembre 2023 puisse être tenu, le gouvernement s'y attelle. Et donc peut-être que le ministre des Finances, le moment venu, vous donnera des éléments, des réponses plus détaillées à propos. Vous avez parlé du processus électoral des Mobondo de Kwamout. Hier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé la réunion du cadre de sécurité sur la sécurité électorale, je pense que vous devez être informés, où il a réuni les membres du gouvernement, les différents responsables des services de sécurité, notamment de l'armée et la CENI, pour discuter justement de ces questions. Aujourd'hui, 74 villages sur 140 que nous comptons dans cette partie du pays, on a encore des problèmes de sécurité, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire nous allons enrôler dans cette partie du pays. Mais pour enrôler, vous devez être sûr que vous avez préalablement
assurer la sécurité du matériel électoral, du personnel de la CENI et de ceux qui viendront le faire, il faut le faire dans des conditions optimales. Donc on peut observer par exemple qu'à Kwamouth, il y a une certaine quiétude, une certaine sérénité, parce qu'il y a des opérations qui sont en cours, des opérations militaires et policières qui sont en cours dans cette partie du pays. Il y a sûrement d'autres coins pour lesquels il faut faire davantage, parce que les Mobondo se retirent parfois en forêt, ils opèrent notamment, ils y retournent, ils opèrent sur le fleuve, ils y retournent, et donc on ne peut pas décider, on va commencer l'enrôlement et exposer les populations qui vont aller se faire enrôler. Mais ici, je tiens à rappeler que même si l'enrôlement se fait pour ces parties, les parties du pays qui sont concernées par la sécurité, je pense à Kwamouth, une partie de Maluku, une partie dans le Nirangongo ou dans le Rutshuru, les sièges, la répartition de sièges, la loi sur la répartition des sièges a déjà été établie et promulguée. La loi, elle ne changera pas. Et donc, pour Kwamouth, je pense que c'est un siège, le seul siège a déjà été attribué. Donc, dans l'hypothèse où les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour refaire l'enrôlement, parce qu'on en parle, on en parlait déjà récemment, mais il faut s'assurer que toutes les précautions sont prises. Et donc, ils pourront, ceux qui se sont enrôlés pourront voter, ils auront le siège qu'ils avaient déjà, suivant le poids démographique des élections dernières. Donc, il faut considérer ici la volonté du gouvernement de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour permettre aux Congolais de s'enrôler, parce que nous voulons des élections inclusives, nous voulons que les élections qui viennent puissent connaître la participation de tous les Congolais. D'où la nécessité d'améliorer les conditions de sécurité dans les zones où il se pose des problèmes, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Excusez-moi, mais lorsque vous parlez des lobbies qui mijotent contre les Jeux de la francophonie, vous parlez de l'opposition ou du Rwanda? Non, je ne voudrais pas aller dans la singulariser, mais je crois que le Rwanda n'a aucun intérêt que le jeu de la RDC soit un succès, c'est connu. Mais pour le reste, ce serait dommage alors qu'un opposant, qui qu'il soit, agisse contre les Jeux de la francophonie, qui en réalité, ce sera l'image du pays. Les athlètes ou les léopards qui nous ont réjouis récemment au Gabon 2-0, j'ai vu l'honorable Sessanga féliciter l'équipe nationale. Ici, il faut qu'on apprenne ou qu'on arrive à faire la part de choses. Parce que, il faut un peu commencer à quitter la République des réseaux sociaux qui n'est pas toujours le reflet de la réalité. Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui opèrent sous des identités inconnues avec un... Moi, j'ai vu, par exemple, faire une petite photo circuler, je ne sais pas si c'est photo, un document disant que Kinshasa est invivable. Mais ça a été préparé par un laboratoire qui a balancé. Kinshasa est invivable pour qui? Est-ce que les Kinois, dans leur grande majorité, ne sortent pas samedi soir? Pour vous, sûrement que vous avez des habitudes de prendre un verre après le boulot. Est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens... Mais disons les choses franchement. Et donc, lorsque vous voyez une œuvre comme celle-là, qui a été pensée et réfléchie et publiée, donc ça veut dire qu'il y a des laboratoires qui pensent qu'il faut que ça échoue. Et si un Congolais ou un opposant, parce que les opposants, il ne faut pas oublier qu'ils aspirent demain à être au gouvernement. Et lorsque vous êtes au gouvernement pour tout le monde, y compris pour les opposants. Lorsque le gouvernement s'engage, c'est les pays qui s'engagent. Et donc la réussite des Jeux de la francophonie sera aussi la réussite des opposants. L'échec des Jeux de la francophonie sera aussi leur échec. Parce que là, nous engageons le pays. Et il faudrait que les Congolais, les uns les autres, qui sont, quel que soit votre bord politique, mais lorsqu'il s'agit du pays, il faut savoir nous départir de nos casquettes politiciennes. C'est de cette manière que nous allons réussir à construire notre unité nationale. On va prendre les dernières questions. Martin Moudimbi, Félix et notre ami de la prospérité. On va terminer par vous. Tite Lyung, et ce sera jeudi à un prochain exercice. Fabrice, question à Linga les athées. Et Sili Mituna. Martin Moudimbi, allez-y. Voilà, monsieur, merci pour la parole accordée. Vous avez certainement appris que les troupes onusiennes au Mali vont quitter ces pays en un délai de 6 mois. Mais pour ce qui est de la République démocratique du Congo, l'ONU semble poser beaucoup de conditions
Quelle est votre réaction face à ce qu'on peut qualifier de deux poids, deux mesures? Non, je crois que les conditions ne sont pas les mêmes. Nous avions eu un exercice ici avec Mme Bintou qui vous a expliqué comment nous collaborons. Ici, pour le gouvernement, c'est clair, la MONUSCO doit se retirer. C'est clair comme dirait Lutundula, comme de l'eau claire dans un verre clair. Il y a des conditions, des jalons qui ont été posés sur lesquels nous travaillons. Et donc, de ce côté-là, il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté. Le gouvernement travaille pour que la MONUSCO puisse se retirer. Mais le président de la République, qui avait donné déjà un horizon au terme des élections, avait aussi dit que ces départs doivent se faire de manière structurée, organisée et civilisée. Et donc, nous y travaillons. Le contexte de la RDC n'est pas le contexte du Mali. Merci. On va prendre la question de Félix Matuidi. Et on terminera par Tite Lyongia. Monsieur le ministre, merci pour la parole. Deux questions. La première, ça concerne la présentation des kidnappeurs à Kinshasa. Lors de la présentation de ces criminels, Maître Peter Kazadi a dénoncé le comportement de certains magistrats dans le traitement des dossiers de ces criminels. Est-ce que cette fois-ci, on peut attendre un vrai rôle ou à une implication des magistrats pour réprimer les actes commis par ces criminels? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a évidemment le principe de la séparation de pouvoir, mais lorsqu'il y a une composante qui semble n'est pas fonctionner de manière optimale, il faut être en mesure de le relever, surtout qu'il y a des conséquences, parce que nous vivons comme un recyclage de certains criminels, et donc il y a un besoin d'être plus attentif de ce côté-là. Je pense que l'interpellation qui avait été faite aux magistrats a été entendue. Et n'oubliez pas que très souvent, le président de la République, lorsqu'il s'exprime pour ce qui concerne la justice, il a toujours des mots qui sont assez durs, et nous espérons que le message a été capté et que les conséquences seront tirées, notamment pour ces kidnappeurs. Vous voyez par exemple les événements qui se passent en France. J'ai discuté tout à l'heure avant le début de cette émission. On a condamné immédiatement certains incendiaires ou certains casseurs. Vous aviez même vu, j'ai vu le ministre de l'Intérieur français interpellé parce qu'il y avait des enfants de 12 ans ou de 13 ans qui ont été arrêtés. La majorité de certains casseurs dans certaines zones avaient moins de 17 ans. Des enfants de 12-13 ans qui ont été interpellés parce qu'attrapés en train d'incendier. Il a dit, pour ce qui le concerne, que les parents devraient être traduits en justice pour reprendre comment vous expliquer que vos enfants mineurs puissent être dehors à 3 heures du matin. Et donc, lorsque ça se passe en France, je ne vois pas beaucoup de commentaires qui tendent à remettre en cause l'engagement démocratique du président Macron parce qu'il y a eu, par exemple, la police qui a été très forte, entre guillemets. On ne va pas aller dans des comparaisons, mais ici je reviens sur ce que j'ai dit, il n'y a pas de dérive autoritaire lorsqu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Parce qu'il est hors de question, quel que soit le cas de figure, que l'on commence à casser des lieux publics, qu'on commence à s'attaquer à des biens de privés, qu'on commence à piller, c'est injustifiable. On peut comprendre le tort qui a été fait, c'est pour ça que la justice doit agir et doit répondre suivant les conditions qui sont les siennes, mais aucun comportement de ce type ne doit être toléré nulle part d'ailleurs. Voilà. Monsieur le ministre, dernière question. Le président Cyril Ramaphosa est annoncé à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite? Il y a déjà des ministres sud-africains qui sont en République démocratique du Congo dans le cadre de la grande commission mixte qui existe entre les deux pays depuis bien longtemps. Il y a des secteurs, notamment le mine, l'énergie, qui font l'objet de ces discussions régulières. Je crois que le président Ramaphosa viendra dans ces cadres-là pour assister à la conclusion des travaux qui ont été faits par les experts de deux gouvernements ainsi que le membre du gouvernement des deux pays amis, Afrique du Sud et RDC. Voilà. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Une nouvelle question sur le phénomène kidnapping. Quel message vous lancez à la population qui est plongée maintenant dans la peur, dans l'angoisse face à ces phénomènes? Et la deuxième question, pour terminer, la seconde, c'est en rapport avec la carte d'identité. Le chef de l'État a lancé le processus de sa délivrance le 30 juin dernier. Et quand est-ce que le peuple congolais, tous les Congolais seront servis? Merci. Alors, sur la première question, vous faites bien de la poser. Parce que on a par exemple remarqué, aujourd'hui il m'a été dit, qu'on a présenté un journaliste de la RTNC comme étant kidnappé alors qu'il ne l'était pas. Et donc nous sommes à la RTNC, vous pouvez le vérifier.
Et donc ici, les messages, c'est de demander aux Congolais, partout où ils se trouvent, particulièrement aux Quinois, de ne pas céder aux rumeurs et de ne pas croire à tout ce qui est dit. Je vous ai donné la démonstration tout à l'heure que lorsqu'on dit qu'il y a trafic d'organes, pour arriver à faire un trafic d'organes, ça signifie que vous devez disposer d'un matériel de chirurgie. Ça veut dire que lorsqu'on vous attrape, vous, c'est un exemple, on doit être en mesure de faire une opération sur vous pour vous retirer un organe. On doit être en mesure d'avoir un frigo ou un matériel de refroidissement approprié pour conserver l'organe qu'on aura préalablement pris chez vous. Et donc vous voyez que ça nécessite une mécanique particulière et je ne pense pas que les conditions sont réunies pour avoir en masse des choses de ce genre. Et donc ça par exemple, il ne faut pas y croire. Deuxièmement, sur les cas des kidnappings, c'est vrai. Il y a les phénomènes qui a été observé, notamment on parle des gens qui opèrent avec des véhicules catch, mais la police, il travaille, on a identifié des réseaux, on en a présenté certains, et d'ailleurs certains, il semble que c'est des visages qui sont connus, de gens qui se présentent comme parfois des influenceurs ou des influenceuses, des visages connus, qui ont été attrapés et qui seront jugés. Donc ici, il ne faut pas tomber dans la panique, il ne faut pas tomber dans la peur, il ne faut pas croire à tout ce qui vous est dit. Et d'ailleurs, je veux demander aux responsables de la police, je crois que si cela n'a pas encore été fait, on va communiquer abondamment à la RTNC sur un numéro vert où les Congolais qui seront informés des cas de ce type pourront les dénoncer. Comme ça, on est sûr que chaque cas est pris en charge. On est sûr aussi que ceux qui pensent pouvoir manipuler ou jouer sur les craintes collectives pour s'aimer un climat de peur, qu'on soit en mesure de les identifier, parce que ça aussi, c'est des actes qui sont répréhensibles. Sur la carte d'identité, le président de la République a reçu la carte prototype parce que c'est ce qui avait été prévu. Mais maintenant, il y a 44 millions de personnes qui sont concernées. Dans un premier temps, en tout cas ceux qui auront atteint l'âge de la majorité à la date des élections. Mais la carte d'identité, on va aller partout parce qu'il faut qu'on soit en mesure de donner à tous les Congolais un identifiant. Le NIP travaille étroitement sur les sujets avec IDEMIA, l'entreprise qui a été réputée, parce qu'ici, je vous ai donné des proportions en termes des populations. Donc, il faut une grosse boîte qui soit en mesure de gérer toute cette base de données. Et l'entreprise qui a été sélectionnée est en mesure de le faire parce qu'ils l'ont fait dans un pays comme l'Inde où il y a 1,4 milliard d'habitants. Et donc, nous pensons que techniquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais pour la suite, et donc, nous reviendrons pour vous donner les informations détaillées de comment cela va se passer et comment chaque Congolais pourra disposer de sa carte. Le président de la République souhaitait que cette carte puisse être donnée gratuitement à tous les compatriotes. Monsieur Titelungi. Merci, Monsieur le ministre, pour cette opportunité. Deux petites questions. La première, c'est par rapport à l'instabilité des institutions provinciales. Monsieur le ministre, plus de 4 à 5 provinces aujourd'hui sont sujets de déstabilisation. Nous sommes à Kinshasa, au Congo central, Tanganyika et l'espace Kassai. Je ne sais pas, lorsque le gouvernement constate cette instabilité, est-ce que, à quoi on s'attend pour le développement de nos provinces ou comment? Ça, c'est la première question. La deuxième question, Monsieur le ministre, on en a parlé également en ce qui concerne le processus électoral. On a vu la CENI aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on a dit, cadre de concertation, réunir quelques opposants, mais on n'a pas vu le PPRD ou le FCC. En tant que gouvernement, cet élan-là d'approcher le parti prenante dans le cadre de discussions, est-ce que, croyez-vous qu'on sera réellement en face des élections apaisées où la confiance mutuelle sera... Je ne suis pas sûr que vous posez la question à la bonne personne. Parce que c'est la CENI qui a pris l'initiative d'inviter les opposants dans son rôle en tant que CENI. Et donc, s'il y a des forces politiques qui ont décidé librement de ne pas participer aux élections, c'est les choix politiques qu'ils ont faits. Ici, la CENI, par souci d'inclusivité, parce que les élections que la CENI organise ne sont pas la propriété de la CENI. Les élections sont faites pour le peuple congolais.
à travers la CENI. Donc, le président Kadima et tout son bureau, ce qu'ils font, ils ne les font pas pour eux. Ils les font pour le Congolais. Et donc, il est important qu'au niveau de la CENI, que lorsque des Congolais qui veulent être candidats dans ces élections ont des inquiétudes, il est du devoir de la CENI de les approcher. Mais pourquoi il existe alors le cadre des concertations? Parce qu'on sait que les processus électoraux sont laborieux. Là, par exemple, au plus tard, dans 12 ou 10 jours, on doit finir avec les dépôts de candidatures, le 15 juillet. Est-ce que les partis politiques sont prêts? Est-ce que les partis politiques aujourd'hui sont en mesure de savoir quels sont les éléments constitutifs qu'ils doivent mettre dans les dossiers de chacun de leurs candidats? Est-ce qu'ils savent qu'il faut aller déposer les candidatures dans les 180 ou 171 bureaux de réception et de traitement de candidatures à travers le pays, alors que certaines provinces n'ont de vol qu'une fois la semaine? Ça veut dire que le temps n'est plus à des réflexions. Le temps aujourd'hui, c'est de dire, nous avons nos listes prêtes, on s'attelle à répondre aux besoins logistiques pour aller les déposer dans les différents territoires, et c'est très laborieux. Et donc, je pense que ça, c'est un point qu'il faut noter, qu'il faut mentionner, qu'il ne faut pas oublier que c'est la date du 15 qui est la date finale. Alors, sur votre première question par rapport à la stabilité des assemblées provinciales, c'est un vrai sujet. Parce qu'en réalité, les assemblées provinciales, c'est des querelles qui portent sur quoi? Ce qui porte, est-ce que les députés provinciaux ont été payés ou pas? Est-ce qu'ils ont reçu tel ou pas? Mais malheureusement, ces querelles ne portent pas beaucoup sur comment nous arrivons à développer les provinces. Ça, c'est la vraie question. C'est la vraie querelle que nous devions voir entre les députés provinciaux et le gouvernement provincial, ou même plus tard avec le gouvernement central qui ne donne pas toujours le moyen, etc. Mais le débat n'est pas toujours celui-là. Au niveau du gouvernement, il y a des dispositions qui sont prises pour s'assurer que les provinces... Vous avez vu par exemple la situation dans le Sud Kivu, le VPM intérieur s'était rendu sur place où il a invité les députés provinciaux ici pour ne fût-ce que maintenir ces climats de dialogue et s'assurer que nous veillons à la stabilité au niveau du fonctionnement de nos provinces. Mais s'il y a des politiciens qui ont des calculs, parfois le calcul politicien, vous ne pouvez pas toujours les prédire. Si l'objectif c'est l'instabilité, ils y arrivent, mais ils n'y arriveront pas toujours parce que nous, le gouvernement, nous ne laisserons pas les provinces, par le temps ici qui nous conduisent vers les élections, être perturbées pour des motivations inavouées. On va finir avec Fabrice pour la question en lingala. Matondi mingi Thomas Patrick Mouyaya, nazali obe na mituna mibale. Zambi bolobi makambo ya ba mikanda ya ba Congo démocratique. Solo ba imboka balinko yeba. Bokengi nini o botie obikila na kati ya mokanda wana pambate bikolo misusu ba dongolo miso ba okolo ba mokando wapi? Carte d'identité. Obenga oboni na linga. Carte d'identité na linga les amis. Mokanda ya Bayi Congo démocratique. Mokanda ya Bayi Congo démocratique. Bokanga. Solo botie bokengi nini obikila Zambi banguna ya Congo démocratique baya kozwa carte wana te pambate to moni pe na carte d'électeur batu ya mboka mususu pe ba profiter kozwa yango. Motuna mibale ezali toyoki mbula matari ya Congo démocratique koloba ete bokengi ezongi na ngambo ya kwa mutu nzokande baibakima kibitumba bazali awa na mbo na ngoma mkonzi Kisasa bazali kosenga obe mwa mosolo po ete bazonga na mboka na bango pamba te ningi bandako ezikaki biloko na bango nyonso ebebaki bandako ezalaki ya kotumba bakozonga ndenge nini soki bino mbula matari assisté bango te matoni na motuna na ya liboso o etali mokanda ya Bayi Congo démocratique il faut koyeba ke na carte d'identité otobenga na lopoto to chaka ba élément o etali yo omoni leur processus électoral et bandaki to baki to sala o tobenga na lopoto
mutualisation bosangani. Enrôlement électoral eza oyo bayaka batali Congolais nini azana âge ya majorité on a lopoto tolobaka hein wa kokisi zomina mwambe 18 ans pour participer na maponami. Ba Congolais nyonso bazalaka okomana zomina mwambe ti likolo seni yaka ko enrôler bango. Biso tolobi l'air seni yaka ko enrôler. Pour na besoin ya ba élection to bakisa. Moi ba élément mi balé mi sato. Oyo toko salela l'air toko linga kopesa siko ba Congolais mbala ya liboso depuis 1984 na habité soki obotamaki déjà bazwa oyo bengi mokanda ya bayi Congo démocratique. Kasi na constitution ya carte wana ba élément ekotaka na carte à la fois d'enrôler na carte d'identité ezaka na ba élément de sécurité oyo ekosala ke omoni neti na carte oyo ya seni bachaki barcode wana kaka seni nde koki kotanga yango eza un élément de sécurité na carte oyo ali koya ekozala pe na ba élément de sécurité ekosala ke soki moto a trafiqué yango ba autorité to pe ya police ba autorité o bazaka habilité ya ko vérifier yango ba komona ke carte oyo eza piraté et donc la sécurité eza l'une des conditions esalaki ba pona ba prestataire oyo à redélivrer ma carte wana parce que la carte d'identité c'est un élément de sécurité. Namotuna na ya mibale concernant ba compatriotes on peut considérer que baza ba compatriotes déplacés. Au lobby ba kimaki na bakwamut ba ki na Kinshasa bazo lukamo makoki pona kozonga. Soki tosilisi briefing oyo tokoki kosolola na collègue nanga wa tali makamba solidarité peut affaires humanitaires. Comme bangonde baza chargé à Rolandela parce que kunape eza na ba question humanitaire au gouvernement il fallait payer yano. Je crois qu'il y a une réponse humanitaire au EP Samaka et go salake bazwa bango pe na kati wana batala ndenge nini bakosunga bango po bazonga na bamboka na bango. Et pesi pe yano na mutuna Pascal Moulegwa. Pascal, il y a des compatriotes qui vivent à Kwamut qui demandent à être aidés, être soutenus pour rentrer. Ça veut dire que s'ils décident de rentrer, c'est que les conditions de sécurité permettant leur retour sont réunies. Voilà un témoignage qui nous est arrivé en direct.